Voilà, donc ce genre d'équipement, il a été prouvé par le monde académique, donc à travers des recherches, et même par le monde professionnel. Donc il y a des attaques, on va dire des attaques professionnelles. Ils ont prouvé, vous pouvez même avoir des démonstrations vidéo, etc. sur YouTube. Ils ont prouvé qu'ils peuvent être hackés, c'est-à-dire ils peuvent avoir, on va dire, un accès non autorisé à ce genre d'équipement et lui faire faire un comportement non souhaité de ce genre d'équipement. Comme par exemple le pacemaker, le pacemaker donc, qui se trouve au niveau du cœur, ils ont pu démontrer qu'ils peuvent envoyer euh, un choc électrique, on va dire létal, qui peut tuer carrément le patient. Il y a un concret dans les années 2003, le vice-président américain Dick Cheney, il avait ce genre d'équipement. Il a demandé explicitement à son personnel technique de lui désactiver le module qui permet de prendre le contrôle ou bien de configurer cet équipement à distance. Pourquoi? Parce qu'il était persuadé qu'il y avait des personnes ou bien des acteurs malveillants qui pouvaient atteindre son intégrité physique, c'est-à-dire le tuer carrément, à travers un piratage. Donc voilà, nous dans notre secteur de santé, il y a peut-être parmi vous, sûrement, il y a parmi vous des structures de santé qui manipulent déjà ce genre de dispositif, où j'imagine, ou bien il y a des statistiques qui disent que ce genre d'équipement va être de plus en plus utilisé de par le monde, et normalement même en Algérie, par les patients, parce qu'ils démontrent une grande efficacité dans le traitement de ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc les diabétiques, ceux qui sont dans nos maladies cardiaques ou bien dans nos maladies cérébraux, comme par exemple le Parkinson, etc. Donc il a été démontré que ce genre d'équipement apporte un bien considérable et un bien remarquable pour les patients souffrant de maladies chroniques. Il y a aussi ce cas particulier en juillet 2018. Le Singhealth, qui est le principal groupe hospitalier du Singapour, a subi une violation de données majeure qui a impacté 1,5 million de dossiers personnels. Donc ce sont des données qui ont été volées, qui ont été exposées par exemple dans le dark web. Il y a aussi le vol de données sur les médicaments ordinateurs de 160 000 patients. Et parmi les victimes figure le Premier ministre. Donc ce genre de vol de données peut survenir à notre niveau, c'est-à-dire dans notre système sanitaire algérien. Donc il faut être prudent, il faut connaître comment les attaquants procèdent pour cibler leurs victimes et atteindre leurs objectifs. Et aussi, il faut savoir comment sécuriser, comment détecter et comment agir rapidement pour limiter les dégâts. Parce qu'il y a trois phases. On va dire dans la cybersécurité, il y a trois phases. La première phase, c'est préventif. Donc il faut se prévenir au maximum contre les attaques. Donc il faut implémenter les mécanismes de sécurité nécessaires, suivre les bonnes pratiques, etc. Ensuite, il faut tester les mécanismes mis en place à travers vous pouvez effectuer des audits de sécurité via des compagnies qui sont spécialisées pour donc ce qu'on appelle la sécurité offensive. Donc, il y a beaucoup d'entreprises en Algérie, je crois qu'il il a été recensé 30 entreprises en Algérie qui font de la sécurité informatique offensive, c'est-à-dire qui permettent de tester les mesures de sécurité mises en place par les différents acteurs numériques. Ensuite, il y a l'aspect, donc là c'est préventif, là c'est en temps réel, c'est-à-dire on peut tester les mécanismes de sécurité mis en place en temps réel, à l'instant T, à travers les audits. Donc si on détecte les vulnérabilités, etc., donc il faut les corriger. Donc c'est toujours dans la prévention. Ensuite, il y a après une attaque se produit. Donc il y a une attaque réelle qui se produit. Par exemple, on détecte qu'il y a une exfiltration de données. Là, il faut avoir aussi des moyens techniques de détecter qu'il y a effectivement une attaque qui est en cours et qui est en train de causer des dégâts majeurs à votre système d'information. Et une fois détecté, il faut avoir des procédures pour limiter les dégâts au maximum. Nous allons voir tout ça par la suite. Donc il faut avoir dans cet esprit, dans notre tête, qu'il y a trois phases en ce qui concerne l'attaque. Donc il y a avant l'attaque,
pendant l'attaque et après l'attaque. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 3 phases? Très bien. Donc, parlons maintenant des fondamentaux du réseau puis du web pour comprendre ce que suit. Donc, voici le modèle OSI proposé pour les protocoles de communication via les réseaux. Il faut savoir que le modèle OSI, ou bien la communication en utilisant le réseau, elle a été inspirée du langage humain. Le protocole OSI, elle a été inspiré du langage humain. Vous pouvez le constater, par exemple, lors de l'invention du téléphone portable. Donc, une personne qui contacte une autre personne, donc il y a un protocole. Sans le savoir, il y a un protocole, par exemple, algérien, qui permet d'établir une connexion entre 2 personnes et échanger les données. Comment cela se fait? Donc, la première personne appelle la deuxième personne. Donc, on a commencé le protocole. Donc, la première personne appelle le destinataire. Le destinataire décroche son téléphone et il dit le mot allô, par exemple. La première personne qui a appelé, on entend allô, donc il va comprendre que le destinataire il a décroché son téléphone. Donc, il va dire oui, allô. Là, c'est un indicateur que la communication elle a été effectivement établie. Donc, il n'y a pas eu d'erreur, etc. et que les 2 personnes arrivent à s'entendre. Sinon, il va devoir refaire l'appel, etc. Donc, si vous analysez bien les protocoles de communication via le réseau, ils utilisent le même principe. Comme par exemple le TCP, donc il envoie un écho, un accusé de réception de l'écho, ensuite il envoie un écho et là, la connexion a été établie. Donc c'est un genre de va-et-vient de la communication inspiré du langage humain. Très bien. Donc ici, voici les 7 couches du modèle OSI. Donc nous avons le physical. Donc physical, c'est tout ce qui est équipement physique, donc les switches, les routeurs, les câbles, etc. Donc ce sont les moyens physiques utilisés pour la communication. Nous avons aussi les data links. Les data links, c'est une communication au niveau local. On est dans le LAN, donc on utilise l'adressage MAC. Ensuite, nous avons le network layer. Donc ici, c'est une interconnexion entre différents sous-réseaux, donc on vient différents réseaux locaux. Ici, on utilise l'adressage IP. Ensuite, nous avons le transport. Donc, dans le transport, donc, il y a 2 façons de faire, soit le TCP, soit le UDP. Il y a, je crois, actuellement une autre façon, une autre méthode de transport qui est en train d'être développée, mais qui n'est pas encore très utilisée. Vous pouvez consulter ce moyen de transport via Internet. Et ensuite, nous avons la session. La session, c'est tout ce qui est cookies, etc. Donc, le naming of connection. Si vous vous connectez par exemple à Facebook, comment Facebook va connaître, va émettre les données fixes à cette personne, comment il va reconnaître, c'est à travers les cookies. C'est les cookies, ce qu'on appelle les cookies de session. Ensuite, nous avons la présentation. La couche de présentation, donc c'est tout ce qui est compression des données, etc. Par exemple, le gzip, ou bien le cryptage via HTTPS, par exemple. Tout ça se fait au niveau de la couche présentation. Puis nous avons la couche applicative. Là, c'est tout ce qui est mise en forme HTML, JavaScript, etc. ou bien les ports HTTP, HTTPS. Donc, ces ports-là qui sont en charge de la mise en forme et de la présentation des contenus sont faits ou bien réalisés via la couche 7 qui est la couche application. Donc voilà, donc via ce modèle OSI, donc on peut découper ce modèle OSI en 2 parties. Donc il y a la couche logicielle, donc tout ce qui est software, donc c'est la couche 7, 6 et 5. Et nous avons la couche matérielle, la couche bas, donc tout ce qui est physical, data link et network layer, donc tout ce qui est LAN, IP et les équipements physiques. Il faut savoir que à chaque niveau, dans chaque couche, il existe des attaques. Il existe des attaques spécifiques qui peuvent cibler chaque couche. Donc, par exemple, dans le physical layer, nous avons des équipements physiques. Quelle est l'attaque qui peut être produite à ce niveau? Il y a la possibilité qu'on vole l'équipement. Si on met en place des mesures de sécurité physique, comme par exemple les caméras de surveillance,
des barrières physiques à travers des cartes magnétiques pour contrôler les accès. Donc il y a la possibilité de voler ou bien de saboter l'équipement. Si nous avons un serveur qui va protéger, donc les attaquants peuvent, il y a des techniques de social engineering qui s'introduire dans l'établissement, soit voler l'équipement, soit l'endommager. Et donc il y aura forcément soit un vol de données, soit une perte de données, puisqu'il y a une destruction physique de l'appareil. Surtout si nous n'avons pas mis en place de politique qui assure la disponibilité de services via des backups, via une réplication, etc. Dans le data link, il existe aussi des data qui sont spécifiques au protocole MAC, c'est-à-dire au réseau LAN. Vous pouvez même tester si vous n'avez pas mis en place des mesures de sécurité qui permettent de lutter contre des attaques qui sont connues et qui peuvent être exploitées juste au niveau local. Donc vous pouvez le tester comme par exemple le sniffing de réseau, etc. via des méthodes spécifiques qui ciblent cette couche. Nous avons aussi la même chose pour tout ce qui concerne le protocole IP via la couche 3. Le transport, la gestion, la présentation, les applications, par exemple, si nous avons une application web, donc il y a des attaques qui sont connues qui vont essayer d'exploiter des failles au niveau applicatif, comme par exemple le SQL Injection, le XSS, le CSRF, à travers la manipulation des API, des cookies, etc. Donc à chaque niveau, il existe des attaques, et aussi à chaque niveau, il existe aussi des mesures de sécurité qui permettent de lutter contre des attaques qui sont déjà connues, qui sont déjà implémentées par les constructeurs. Donc par exemple, si vous avez des suites Cisco, etc., donc vous avez des commandes qu'il faut, qu'il faut configurer, donc il y a des suites, des routeurs, etc., qu'il faut configurer pour limiter certains types d'attaques, comme par exemple la configuration d'un routeur à distance. Il est toujours recommandé, par exemple, de le faire via un protocole SSH, un protocole crypté. Si vous gardez par défaut le FTP ou bien si vous activez le FTP au lieu de SSH pour configurer votre routeur, que ce soit Cisco ou bien autre, n'importe quel équipement, il faut toujours privilégier une configuration via le protocole SSH parce que c'est un protocole crypté. Donc si vous laissez le FTP, etc., donc une personne qui a une capacité on va dire, de se mettre au milieu de votre communication va pouvoir lire cette communication et le récupérer un mot de passe, etc. S'il récupère un mot de passe uniquement d'un équipement réseau, comme par exemple les routeurs ou bien des switches, tu dois rentrer en intérieur à distance, le configurer, ou bien faire en sorte de rediriger le trafic vers son serveur, etc. Donc il faut être très prudent au niveau de chaque couche. Au niveau de chaque couche, il faut être très prudent. Par exemple, dans la partie session, là où on manipule les cookies, etc., donc il y a des attaques qui permettent de voler les cookies de session. Si je récupère un cookie de session et que je l'introduis dans le navigateur de mon PC, j'ai accès aux informations qui sont manipulées. Donc j'ai volé la session, donc la session de l'utilisateur légitime, je peux la récupérer juste à travers les valeurs de cookies. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi protéger les cookies de session. Donc il y a des attributs qu'on peut implémenter via le code. Il y a aussi l'utilisation d'autres mécanismes. Donc, il faut savoir que les solutions de sécurité ne sont pas uniques, bien, ils ne sont pas imposées. Donc, tout dépend de votre infrastructure, des capacités, etc. Donc, les solutions de sécurité existent, cependant, il faut prendre en considération le budget, par exemple, etc. Donc, il y a des contraintes qu'il faut prendre en considération pour le choix de la solution adéquate à implémenter pour renforcer la sécurité de votre système d'information. Maintenant, passons aux fondamentaux web. Donc, on est dans la couche applicative. Et généralement, c'est la porte d'entrée vers le système d'information. Donc généralement, l'architecture web, c'est un fonctionnement client-serveur. Donc, nous avons un serveur là où est hébergé le code backend, donc par exemple PHP, base de données, etc. Là, c'est le serveur. Puis, nous avons le client. Donc, le serveur, il formate l'information qu'il doit afficher au client
Donc, par exemple, il va récupérer une information de la base de données à travers PHP. Il va la formater en jouant du HTML, du CSS, etc. Il va l'envoyer au navigateur du client, l'utilisateur final. Le navigateur, une fois qu'il reçoit le code HTML, JavaScript, etc., donc le navigateur, on va dire, il a les ressources nécessaires pour exécuter le code HTML, JavaScript, CSS, etc., pour la mise en forme et l'affichage de l'information demandée par le client final. Donc, cette architecture client-serveur, c'est elle qu'on va dire qui va régir, qui va organiser ces communications. Donc, c'est voilà, c'est une topologie client-serveur, ce qu'on appelle client-serveur. Parce qu'il y a d'autres types de communication, par exemple le peer-to-peer, etc. Donc, ici, dans le contexte web, c'est client-serveur. La communication, donc l'envoi de ces informations, l'échange doit se faire via le protocole HTTP ou bien HTTPS. Il faut toujours privilégier le HTTPS, il faut toujours implémenter le HTTPS, vu que c'est dans le secteur de la santé, on est en train d'envoyer, d'émettre des informations sensibles, donc il faut créer la communication, parce qu'un attaquant peut se mettre entre le client et le serveur, donc il y a une communication, il peut se mettre en milieu pour intercepter cette communication et lire les informations qu'il ne devrait pas lire. Voilà. Voici la structure de l'IRL. Donc, nous avons le protocole HTTPS, HTTP. Nous avons d'autres types de protocoles, par exemple le FTP, etc. Mais puisqu'on est dans le contexte du web, donc ce sont généralement ces deux modes de protocoles qui sont utilisés pour les sites web. Nous avons le domaine, le nom de domaine. Nous avons ici la première partie, ça permet d'indiquer s'il s'agit du domaine principal ou bien d'un sous-domaine. Et bien sûr, le nom principal et les sous-domaines, tous ces URL représentent des portes d'entrée vers votre système d'information. Par exemple, si vous avez sécurisé au maximum votre site, si vous avez appliqué toutes les mesures de sécurité, vous avez patché, mis à jour les technologies, limiter l'utilisateur final dans son champ de possible, etc. Il faut le faire aussi pour les sous-domaines. Et une fois que vous avez terminé, il faut faire un audit. Il faut faire un audit par des entreprises qui sont spécialisées dans le domaine. Ils vont vous dire peut-être qu'il y a des vulnérabilités que vous n'avez pas vues, etc. Donc il faut corriger. Il faut faire aussi un suivi. Donc, par exemple, il y a des mises à jour qui sont régulièrement produites par les technologies. Donc, par exemple, je ne sais pas, par exemple, un jQuery, etc. Donc, il y a des mises à jour. Et des fois, dans ces mises à jour, il y a des correctifs de vulnérabilité. C'est pour ça qu'il faut lire la mise à jour. Donc, s'il y a un correctif de vulnérabilité, il faut l'appliquer en urgence. Parce que si vous n'appliquez pas de mise à jour qui concerne une correction de vulnérabilité, donc un attaquant va pouvoir, il a les capacités de créer un genre de script. Il va cibler par exemple tous les URL à gérer. S'il trouve que cette technologie, ou bien que l'URL qui est en train de parcourir utilise cette technologie, la version de cette technologie qui contient cette vulnérabilité, il va tout de suite essayer de l'exploiter pour, je ne sais pas, pour soit voler les données, soit s'introduire, soit le bloquer, etc. Puis nous avons un autre champ qui est le paramètre, ou bien le chemin, là, ceci indique le chemin. Ensuite, via un point d'interrogation, cela indique qu'il y a un paramètre qui est dynamique. Donc, par exemple, ici, le paramètre que va avoir le paramètre fruit, mais il peut avoir d'autres valeurs, par exemple banane, etc., etc. Ici, on a tenté de manipuler ce paramètre pour essayer, par exemple, de faire ce qu'on appelle une augmentation de privilèges ou bien autre. Ou bien il peut aussi faire ce qu'on appelle une SQL injection. Surtout si ce paramètre, par exemple, si on tape ici fruit dans la barre de recherche, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va récupérer le mot fruit, le mettre dans le paramètre Q qui va exécuter via SQL. Si on manipule d'une façon adéquate la valeur fruit pour injecter du code SQL, donc nous allons pouvoir faire ce qu'on appelle le SQL injection et récupérer des données directement de la base de données. Il y a aussi un autre cas de figure. Par exemple, ce paramètre indique par exemple l'identifiant d'une personne. Par exemple,
ID égale 5. Si on modifie 5 et on le met à 1, manuellement, on le modifie, on le met à 1. Généralement, avec le 1, il indique qu'il s'agit de l'utilisateur administrateur. Et donc ici, nous avons fait ce qu'on appelle régler jusqu'à l'échelle. Donc nous avons augmenté le privilège d'un utilisateur simple, qui n'a pas de privilège, à un utilisateur admin. Donc là, il peut supprimer, créer, etc. etc. Donc, mais cependant, pour chaque vulnérabilité, généralement, il existe des mécanismes de sécurité qui permettent de limiter ou bien de corriger carrément la vulnérabilité. Technologie de base, donc nous avons le front-end, tout ce qui est affiché au client, ce sont ce qu'on appelle des technologies front-end, donc par exemple HTML, CSS, JavaScript, qui permettent de formater ou bien de la mise en place des résultats traités dans le back-end pour l'afficher à l'utilisateur, donc le front-end, comme son nom anglais l'indique, front-end. Donc il manque le N. Et nous avons des technologies back-end, donc le back-end c'est lui qui va assurer, on va dire, la liaison entre base de données, traitement et envoi. Donc tout cela se fait au niveau back-end. Donc par exemple, s'il y a des informations qui doivent être créées dans la base de données, donc le PHP va se connecter à la base de données, exécuter une requête SQL pour récupérer la donnée, la formater pour la mettre en place via un code HTML, CSS, JavaScript, etc., avant de l'envoyer vers le navigateur pour l'afficher à l'utilisateur. Donc l'échange de données se fait à travers ce qu'on appelle des requêtes HTTP. Donc il y a le GET, le POST, le PUT, le LET et le PATCH. Mais là, généralement, dans nos applications web, il est recommandé de garder seulement le GET et le POST. Le GET, ce sont tout ce qui est, donc ce sont des informations qui sont échangées avec le serveur directement via l'URL, le GET. Donc ici, Q égale celui, donc ici, on est en train d'utiliser la méthode GET. Quand on utilise un champ de formulaire qu'on remplit, etc., avant de, par exemple, de cliquer sur un bouton envoyer, etc., là, on est en train généralement d'utiliser la méthode POST. On est en train d'envoyer les données vers le serveur ou bien de demander à ce que le serveur récupère des informations ou bien qu'il exécute certaines tâches via des champs de formulaire ou bien via le bouton. Ici, généralement, c'est associé à la méthode HTTP POST. Pour le reste, ce sont des méthodes qui sont généralement utilisées côté serveur et qui sont déconseillées. Donc, il est conseillé, ou bien parmi les bonnes pratiques de sécurisation d'un serveur web, c'est de désactiver ces méthodes, qui est le put, le delete et le patch. Cependant, il y a certains cas de figure où il est nécessaire de les garder, mais nous, puisqu'on est on n'est pas en train d'élaborer, on va dire, des applications sophistiquées, etc. Donc, généralement, ce sont des applications qui permettent d'afficher ou bien d'insérer, etc. Donc, ce sont des applications simples. Donc, généralement, on a besoin que de ces deux requêtes, donc il y a le get et le post. Aussi, il y a deux moyens de... Aussi, maintenant, récemment, il y a eu on va dire, une révolution dans le web, ce qu'on appelle le web 2.0. Donc, à l'origine, le web il permettait uniquement d'afficher des informations aux utilisateurs. À l'origine, lors de la création. Donc, c'était un monde qui était monopolisé seulement par les techniciens. Pourquoi? Parce que l'informaticien va développer un code HTML pour formater un texte qui doit être affiché, par exemple, dans une université ou bien dans un établissement de santé. Ensuite, il va le mettre dans le serveur pour qu'il soit affiché. Ici, il n'y a que l'utilisateur qui est l'informaticien qui peut manipuler cette partie-là. Ensuite, il y a eu les web 2.0. Donc là, l'utilisateur même, s'il n'est pas informaticien, il peut générer des pages web, etc., ou bien du contenu, à travers, par exemple, les réseaux sociaux. Donc, quand vous entrez, par exemple, dans Facebook, il y a la partie commentaires, etc. Donc, ou bien, vous pouvez partager des images là. L'utilisateur final, il a eu la possibilité de créer du contenu sans nécessairement avoir des connaissances en informatique ou bien en développement. Maintenant, il y a ces deux technologies qu'on appelle les API via les fichiers JSON ou bien notre format.
Donc ici, on est entré dans ce qu'on appelle les web services. Donc ce sont les web qui offrent un service. Cependant, il y a eu une problématique par rapport à, puisque chaque navigateur ou bien chaque application web utilise son propre langage de programmation depuis une variété. Donc il y a eu un besoin on va dire de donner un standard de communication. Et ce standard de communication va permettre, va permettre d'émerger ce qu'on appelle les web services. Donc les web services, c'est-à-dire qu'un utilisateur demande à une application d'effectuer par exemple une action et le résultat de cette action peut être joint ou bien renvoyé à l'utilisateur via les fichiers, ce qu'on appelle les fichiers JSON. Donc il y a deux types de fichiers qui sont échangés dans le web service, donc les fichiers JSON, un fichier dont j'ai oublié le nom. Donc ce sont il y a que ces deux formats qui permettent l'élaboration ou bien la mise en place des web services. Donc voilà, donc il y a ces deux types de communication. Les API facilitent grandement la tâche aux développeurs, puisqu'il y a un besoin dans certains cas bien précis où il doit y avoir une certaine interconnexion entre deux, par exemple, le secteur. Cependant, puisque un secteur X, bien le secteur B, va envoyer des données vers le secteur A, le secteur B va utiliser ses propres technologies web, tandis que le secteur A utilise aussi ses propres technologies web, donc il n'y a pas de compatibilité entre les deux. Comment cela est résolu? À travers, par exemple, le partage d'informations juste via les fichiers. C'est un fichier qui doit respecter un certain format. Donc, et ce format, il est unique. Donc, les deux secteurs peuvent traiter les informations émises ou bien reçues à travers les fichiers JSON. Voilà, c'est ça le grand avantage du fichier JSON. Nous avons aussi le serveur et hébergement. Donc nous avons les serveurs web Apache NGX, donc ce sont les deux technologies de serveurs les plus utilisées. Et nous avons les hébergements, donc soit mutualisés, soit VPN, soit cloud. Donc là, dans le secteur de la santé, il est hors de question d'utiliser le cloud. Parce que, hors de question, pourquoi? Parce que nous avons une loi qui est la 1807 qui interdit ou bien qui demande une autorisation explicite pour mettre des données de patients, des données personnelles algériennes dans des serveurs externes, dans des serveurs qui se trouvent dans des pays étrangers. Nous avons aussi un type d'hébergement qui est mutualisé. Donc, mutualisé, c'est-à-dire que la même adresse IP, pointe vers deux applications, par exemple, web différentes. Cependant, l'inconvénient avec, bon, c'est moins cher. Cependant, l'inconvénient avec cette méthode d'hébergement, c'est que l'application, par exemple, l'autre application qui utilise la même adresse IP que la nôtre, si elle est vulnérable, etc., donc elle peut être aussi considérée comme étant notre adresse IP aussi comme étant vulnérable. Les VPS aussi, c'est notre technologie d'hébergement excellent. Nous avons aussi le nom du service qui permet de faire l'association entre l'IP et le nom de domaine. Donc les attaques qui peuvent cibler les applications, donc nous avons les XSS et SQL Injection. Les XSS c'est beaucoup plus le front-end JavaScript, SQL Injection c'est beaucoup plus, il cible les bases de données, etc. Et nous avons aussi les sécurités, donc une couche applicative, donc nous avons des pare-feux couches réseau, par exemple les Fortinet, etc. Et nous avons aussi des pare-feux couches applicatives, ce qu'on appelle les WAF. Et aussi, il faut toujours implémenter, on va dire, ou bien il faut toujours garantir l'échange de données sécurisées à travers le HTTPS. Passons maintenant aux cybermenaces. Est-ce que vous arrivez à me suivre pour l'instant? Allô? Allô? La conversation. Apparemment, il y a un problème de son.
Allô, allô? Monsieur, Oui? le son n'est pas clair. Ah bon? Il y a des parasites. Sinon, je vais tester avec le mic. Oui, je préfère faire. Ah, c'est mieux. Oui. Allô, vous m'entendez? Allô, allô? Oui, Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a toujours des parasites? normalement c'est bon. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Le son est clair. Oui, oui. Très bien. Donc, je poursuis. S'il y a ce genre d'anomalie, là, il faut m'interrompre. Oui, monsieur. Oui. Ok. Il y a des parasites. C'est bon, c'est pas bon. Mieux maintenant. Ok. Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Vous pouvez recommencer. Pardon? Oui. Très bien, donc nous avons vu quelques statistiques intéressantes qui indiquent l'importance de la cybersécurité. Puis nous avons vu on va dire, les fondamentaux de tout ce qui est réseau, donc à travers le modèle OSI de communication, qui est inspiré du langage humain. Et nous avons vu aussi pardon, les fondamentaux web. Donc, parce que le web, c'est à travers le web on dit qu'on va offrir le service, parce que le but d'un système d'information, c'est d'offrir un service. Maintenant, passons ou bien parlons des cybermenaces. Donc, quelles sont les menaces qui peuvent être utilisées ou bien utilisées contre notre système d'information? Avant d'attaquer ou bien de comprendre les cybermenaces, il faut comprendre comment les attaques procèdent pour cibler notre système d'information. Donc, il y a différentes phases où l'attaquant doit ou bien effectuer pour atteindre son objectif. Il y a d'abord la reconnaissance. Donc, toutes les informations qui sont disponibles via Internet, etc., il va les exploiter pour hacker notre système d'information. Donc, ce qu'on appelle la reconnaissance. Donc, il va chercher les différentes applications web, par exemple, qui utilisent notre système d'information, donc les sites web, les applications Android, etc. Il va chercher les vulnérabilités dessus. Ensuite, s'il trouve des vulnérabilités, il va essayer de créer ce qu'on appelle l'exploit. L'exploit, donc, c'est le vecteur d'attaque. Ensuite, il va expédier cet exploit. Par exemple, il va créer une requête SQL. Par exemple, il a trouvé qu'une application web est vulnérable à une injection SQL dans la partie reconnaissance. Ensuite, il va créer l'exploit, c'est-à-dire qu'il va créer une requête SQL qui permet, on va dire, d'exfiltrer des données de la base de données. Ensuite, il va envoyer cette requête SQL, par exemple, via le paramètre get qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, il va exécuter cette URL. Et une fois qu'il a exécuté cette URL, donc il va récupérer un certain nombre d'informations. Cependant, il y a des possibilités que l'attaquant n'effectue pas que l'SQL injection. Il peut aussi envoyer un genre de code malicieux qui, une fois envoyé à travers les paramètres get, etc., va s'installer. Donc c'est un code qui va être installé sur le serveur, et une fois qu'il est installé, il va pouvoir effectuer ce qu'on appelle des commandes CMD. Donc vous connaissez normalement, vous êtes des informaticiens, vous connaissez tout ce qui est une commande CMD, donc ce sont des commandes qu'on tape via le terminal qui permettent de manipuler le système d'opération, etc. Donc en ayant accès CMD dans la machine cible, donc l'attaquant peut effectuer un nombre d'actions illimitées sur notre serveur et donc manipuler les informations, soit à travers soit en les volant, soit en les modifiant, soit etc. etc.
Ensuite, il va voilà, réaliser l'objectif. Donc, soit si l'objectif de l'attaquant, c'est par exemple d'interrompre et d'interrompre le service, donc il va essayer par exemple de supprimer les données. Si le but de l'attaquant, par exemple, c'est de voler les données, donc il va essayer de récupérer les données de la base de données et de les envoyer vers son serveur, etc., etc. Donc ici, une fois qu'il a réussi à injecter du code et qu'il a réussi à exécuter des commandes dans le serveur, dans la machine, donc il va pouvoir faire l'action souhaitée ou bien l'action dont il a été prévu de faire. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris comment ce système-là, ce qu'on appelle le Cyber Kill Chain, il a été modélisé par les chercheurs, etc. Donc, finalement, ce sont ces étapes-là qu'on va faire, va effectuer pour atteindre son objectif. Maintenant, une fois qu'on a compris comment l'attaquant procède, on peut essayer de bloquer un attaquant dans une étape précoce, avant qu'il réussisse à faire ou bien d'atteindre son objectif. Donc, puisqu'on sait que l'attaquant, il va, dans sa première étape, faire une reconnaissance. Donc, on va essayer de limiter les informations accessibles via Internet le maximum. Le maximum. J'ai vu une fois qu'il y a sur YouTube, par exemple, une vidéo qui montre l'utilisation de certaines applications utilisées dans le secteur de la santé. Cependant, dans cette vidéo explicative, donc l'initiative, elle est bien. L'initiative, elle est bien, donc elle permet aux utilisateurs qui n'ont jamais manipulé, par exemple, l'application de s'adapter rapidement. Cependant, il faut faire attention à ce que les informations qui sont partagées via la vidéo, etc., ne compromettent pas la sécurité du système d'information sanitaire, par exemple en divulguant des informations qui peuvent aider l'attaquant à cibler notre système d'information. Donc, par exemple, si vous avez besoin de montrer une application, l'utilisation d'une application, donc il faut limiter la capture vidéo juste seulement à l'application et ne pas montrer, par exemple, les applications que vous utilisez en arrière-plan. Par exemple, ceci est une bonne pratique de sécurité. Donc, si vous avez des applications web qui ne sont pas utilisées, donc il faut les supprimer de navigateur parce qu'ils ne sont pas maintenus, donc ils peuvent contenir des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par les attaquants pour exécuter des commandes directement dans votre serveur. Donc, même si dans un cas de figure, vous avez par exemple plusieurs applications sur le même serveur et que vous maintenez à jour par exemple le site principal, donc les bonnes pratiques, tout ça, elles sont respectées dans le site principal. Mais il y a d'autres sites qui ne sont pas maintenus, mais qui sont hébergés dans le même serveur. Donc, s'il y a une vulnérabilité qu'un attaquant a pu détecter et exploiter, donc même si le site principal est maintenu et est à jour, donc juste à travers les failles qui se trouvent dans les autres applications web, il peut atteindre votre système et votre serveur et donc exécuter les commandes et donc compromettre la sécurité de votre système d'information. Donc quand on dit commande, donc c'est quelque chose de très critique, de très critique. Pardon. Donc ils peuvent juste à travers des commandes essayer de télécharger des logiciels malveillants pour les installer sur votre serveur, pour avoir un accès complet, etc. Ils peuvent faire n'importe quelle action imaginable. Voilà. Maintenant, ceci est les procédures, ce qu'on appelle le cyber keychain d'un attaquant. Maintenant, quelle est la motivation pour un attaquant de cibler un système d'information? Donc, soit c'est pour effectuer, on va dire, ou bien pour atteindre physiquement une personne. Là, dans notre système d'information sanitaire, donc il y a les pacemakers, par exemple, etc. Pacemakers, les DBA, les insulin pump injection. Donc, ce sont des équipements médicaux qui sont implémentés à l'intérieur du corps humain, etc. Donc, un attaquant qui a comme cible une personnalité ou bien une personne animée, etc. Donc, pour différentes raisons, il peut cibler ce genre d'équipement pour atteindre physiquement la personne. Il peut s'agir aussi d'une motivation à but financier, donc par exemple le vol de données médicales pour
pour les revendre au niveau du dark web. Nous avons aussi une possibilité qu'un attaquant cible le système d'information sanitaire pour la violation de la vie privée. Donc, un dojar ou il a peut-être qui veut, on va dire, qui veut avoir des informations sur son voisin, sur une personne, etc., ou dans le lieu de travail, ou bien de personnalité connue, publique, ou bien politique, etc. Donc, il peut être motivé à accéder à des informations de sanitaire. Et aussi, puisque dans les nouvelles technologies qui permettent d'aider le patient, par exemple à travers l'intégration de ce qu'on appelle Internet of Medical Things, donc tout ce qui est pacemaker, etc. Donc ce sont généralement des équipements qui ont des modules de tracking, donc, où ces déplacements, etc. sont généralement souvent enregistrés. Donc juste à travers le vol d'informations qui concerne le Allô? Oui, le son est un peu mieux que tout à l'heure, mais c'est l'approche du compte. الو مش نسمع فيك مليح. Vous éloignez le microphone à la... Allô? Donc le son, ça va? C'est bon. Ok. Donc je poursuis. Pour ceux qui mentionnent le fait que c'est un peu théorique, donc oui, aujourd'hui il va y avoir de la théorie, mais Inch'Allah c'est programmé des séances de formation, c'est en cours de discussion. Donc s'il va bien, il va y avoir des séances de formation où on va voir j'ai voulu faire une séance théorique, pas parce que j'ai qu'une heure et demie, pour parcourir un ensemble d'éléments fondamentaux de la cybersécurité. Donc si je prends le côté pratique, donc il ne va pas me suffire le temps, ou je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour passer en revue les aspects fondamentaux de la cybersécurité. D'accord? Donc le but de la séance d'aujourd'hui, c'est d'avoir les bases de la cybersécurité. Inch'Allah, par la suite, il va y avoir d'autres séances. On va attaquer par exemple un des aspects qu'on a vu aujourd'hui, soit comment effectuer une attaque, par exemple man in the middle, comment sécuriser un système d'information, etc., etc. Donc je poursuis. S'il y a quelque chose là, vous m'interrompez. Donc quels sont les environnements d'attaque? Donc soit les attaques sont émises en interne, c'est-à-dire que les utilisateurs légitimes d'un système d'information, c'est eux qui représentent une menace à notre système d'information, soit ils sont d'origine externe, c'est-à-dire via par exemple l'Internet. En interne, donc il y a des employés et employés. Donc on peut citer le cas de figure où, par exemple, un administrateur, il va changer de poste, ou bien il est remercié, c'est-à-dire il est amené on lui demande de quitter son poste. Cependant, cette personne est un administrateur. Donc, par esprit de vengeance, il va saboter, par exemple, le système d'information. Il va écraser les données, changer des mots de passe, etc., etc. C'est pour ça que dans les bonnes pratiques, dans ce cas de figure, dans les bonnes pratiques de sécurité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours que le RH, par exemple, les ressources humaines, avertissent l'administrateur en chef pour qu'il lui enlève d'abord tous ses privilèges en termes d'informatique, pour qu'il n'effectue pas d'action qui soit préjudiciable au système d'information. Et une fois qu'on lui a enlevé les privilèges, etc., on peut lui notifier l'information qu'il est remercié, par exemple. Donc, tout ça, il faut les inclure dans ce qu'on appelle une politique de sécurité.
Nous avons aussi les personnels sous contrat. Donc, il faut mentionner dans les contrats, par exemple, des clauses de confidentialité si vous travaillez avec des entités, des partenaires externes à l'établissement. Donc, il faut faire attention à ce que les informations que ces prestataires ont accès ne doivent pas être divulguées par ces personnes à l'externe. Nous avons aussi la même chose pour les partenaires de confiance, etc. Donc, cette collaboration avec les entités externes peut être régie à travers un contrat qui permet de sauvegarder ou bien de garantir la confidentialité des données. Donc, c'est un volet très important. Nous avons aussi des attaques qui viennent de l'externe, donc des cyberattaques, etc., donc qui utilisent l'Internet pour cibler notre système d'information. Donc, il peut s'agir d'attaquants organisés. Ici, quand on parle d'attaquants organisés, donc il peut s'agir par exemple d'États qui visent un autre État pour des raisons politiques, etc., pour effectuer une cyberattaque. Et comme le secteur de la santé est très sensible et qui contient des données sensibles, donc ce sont des attaques qui sont très, on va dire, plausibles et qui peuvent se venir au sein de notre système d'information et de notre. Il s'agit aussi d'attaquants externes amateurs, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui apprend des techniques d'attaque sur Internet, via YouTube, etc. Il va essayer de les appliquer sur les différents établissements de santé. Donc voilà. Cependant, c'est une menace et donc il faut la prendre sérieusement en considération. Donc il peut, même si c'est un amateur, il peut atteindre, on va dire, des résultats concrets. Par exemple, ici, le but d'un amateur, c'est pas vraiment de saboter, on va dire, l'établissement, mais c'est juste pour montrer qu'il est capable. Et donc, dans ce cas de figure, il va essayer, une fois qu'il a attaqué le système, il va le partager dans les réseaux sociaux, etc., comme quoi il a réussi à atteindre son objectif. Maintenant, dans les attaques, ce qu'on appelle techniques, donc il y a des attaques qui peuvent cibler le réseau, les applications web, ou bien les attaques qui peuvent cibler le matériel ou le cloud. Nous, dans notre politique de sécurité, je pense qu'on doit éviter, d'après ce que j'ai appris, la DSI ici au niveau des ministères, donc on doit éviter au maximum, ou bien il est strictement, par exemple, interdit d'utiliser le cloud. Donc on n'est pas concerné par ce cas de figure. Cependant, dans la plupart des établissements de santé au niveau national, donc vous avez des applications web qu'il faut sécuriser contre les attaques comme les injections SQL, XSS, etc., appliquer les bonnes pratiques de sécurité, mettre à jour les différentes technologies, etc. Vous avez aussi des réseaux, sûrement, un réseau LAN, un réseau WAN, à travers des switches, des routeurs, etc. Donc il faut sécuriser. Vous avez aussi du matériel, donc vous avez un serveur web, sûrement, à travers le DAN, donc qui contient les données de santé, etc., qu'il faut sécuriser de manière physique et à travers des moyens technologiques. Et nous avons aussi un autre volet qui n'est pas mentionné ici dans cette figure, c'est l'humain. C'est donc le vecteur humain. Donc, puisque la plupart des attaques, quand je dis la plupart, donc le pourcentage, le plus grand pourcentage d'attaques qui utilise la technique qui cible la faiblesse humaine. Ok. Donc il va essayer de manipuler par exemple l'administrateur ou bien les personnes qui utilisent le système d'information pour par exemple l'amener à cliquer sur un lien. Et ce lien il est vulnérable, donc il contient un logiciel qui est téléchargé à son niveau et qui va infecter l'ensemble du système d'information. Si le vecteur d'attaque, ce n'est pas une application web, ce n'est pas un réseau, c'est un matériel, c'est l'humain, ils ont ciblé l'humain, juste à travers l'envoi d'un email. Donc, l'humain aussi, c'est à prendre en considération et il faut aussi un travail sur les utilisateurs des systèmes d'information. Tout d'abord, il faut le limiter au maximum sur le champ de possibles, par exemple à travers la mise en place d'activités, etc., etc. Et aussi à travers la sensibilisation. Il faut les sensibiliser, on va dire, chaque période de temps. Parce que le machine, quand on le programme, donc un contrôle d'accès, etc., donc il va tout de suite appliquer, donc il est bien discipliné. Cependant, pour l'humain, il faut toujours lui rappeler. Donc, chaque période de temps, il faut mettre, ou bien lui rappeler à travers une séance de formation ou de sensibilisation. Maintenant, il y a les malwares, donc ce sont ce qu'on appelle des logiciels malveillants, comme les ransomware, donc, il y a un malware qui est connu, qui est le WannaCry.
qui crypte l'ensemble du système d'information et autres. Donc il y a beaucoup d'exemples de malware. Donc, ce sont des logiciels qui se propagent au sein du système d'information et qui effectuent des actions malveillantes. Nous avons aussi, donc, pour limiter ce genre d'attaque, nous avons des outils de détection comme les antivirus et le sandboxing. Le sandboxing, c'est quoi? C'est si vous voulez télécharger par exemple une application, vous pouvez exécuter cette application au niveau d'un environnement qui est isolé et sécurisé. Si on voit que l'exécution de cette application provoque des anomalies de sécurité, etc., là, on peut déduire qu'il faut arrêter ou bien qu'il faut éviter l'installation de ce logiciel. Quels sont les vecteurs d'attaque utilisés pour ce jeu? Donc, nous avons les clés USB, les pièces jointes, ou bien les logiciels craqués. Il faut faire très attention. Le phishing, là, c'est une usurpation de domaine, email, HTML, etc. Donc, c'est généralement, on amène l'utilisateur à cliquer sur... Une fois qu'il l'utilisateur clique sur ce lien, donc il y a un malware qui se télécharge. Donc, ce sont des attaques qu'on appelle des attaques combinées. OK. Donc, il faut toujours avoir en place dans votre boîte de messagerie, etc. On a une analyse qui permet d'analyser les fichiers joints, etc. pour la détection d'éventuels virus ou de malware. Nous avons aussi des protocoles qu'il faut implémenter au niveau de l'email, par exemple le SPF, le DKIM, le DMARC, etc. La mise en place de proxy, la formation interne. Donc, puisque la cible, c'est l'utilisateur, donc il faut le former à ce qu'il ne clique pas sur des liens malveillants ou une fois qu'il reçoit un email d'une personne qu'il ne connaît pas, par exemple. Donc, il faut qu'il soit vigilant par rapport à ce genre de pratique. Donc, il y a l'utilisation soit de l'email, soit d'autres moyens. Par exemple, vous pouvez recevoir aussi des liens à travers d'autres moyens. Par exemple, un SMS, via des applications de communication en ligne, par exemple Messenger, etc. Donc, il faut toujours faire attention à ce que vous ne cliquez pas sur des liens venus de personnes que vous connaissez, même de ceux que vous connaissez. Peut-être que ces personnes que vous connaissez, qui vous envoient un lien, peut-être qu'eux-mêmes, ils ont été piratés. Donc, pour partir d'un principe simple, il faut jamais cliquer sur des liens. L'exploitation de failles web. Les failles web, donc il y a des attaques plusieurs types, donc il y a des XSS, SQL, SSRF, etc. Donc il faut limiter tout ce qui est injection, etc. au niveau web. Donc c'est des méthodes, des fonctions, etc. qu'on peut implémenter directement pour limiter ce genre d'attaque qui est XSS, SQL injection et CSRF. Donc à travers à travers, par exemple, pour tout ce qui concerne les vulnérabilités web, donc il y a des attributs de sécurité qu'il faut implémenter au niveau des cookies, etc. Donc prévention, donc il faut validation anti-server, type 3, donc Web Application Firewall, et l'application des principes de ce qu'on appelle le OWASP Top 10. Donc les OWASP, c'est un standard international et qui concerne la sécurité web, réparti en 10 domaines. Nous avons aussi des attaques de réseau comme le DDoS, le Man in the Middle. Man in the Middle, c'est une attaque de l'homme au milieu. Donc il y a une communication sur le réseau. Donc l'attaquant va se mettre au milieu de deux entités pour essayer d'effectuer une attaque spécifique. Vous voyez. Nous avons aussi des attaques de type brute force. Donc le brute force, c'est quoi? C'est essayer de combiner plusieurs, par exemple, username et password pour trouver le bon. On appelle des attaques de brute force, mais on peut le généraliser à d'autres services, etc. Mais le principe, il est simple, c'est d'essayer plusieurs combinaisons pour atteindre la page admin, etc. Les menaces internes, donc, ce sont des carrières. Par exemple, le cas d'Edward Snowden, peut-être que vous connaissez. Donc, c'est une personne qui travaille dans un secteur très, très sensible au sein du secteur militaire américain. Et cette personne, elle a pu dérober via des flash disks une quantité d'informations considérable de cet organisme. OK. Donc là, dans ce cas de figure, donc la menace, elle était interne. Voilà. Cybersécurité. Donc, avant de passer à la cybersécurité, est-ce que vous avez des questions, ou bien est-ce que le son est bien avant de poursuivre?
Allô? Oui. Allô? Oui. Ok. Donc le son est bien. Oui, Moyen. essayez d'éloigner un petit peu le microphone. Ok. Comme ça, les gens S'il y parlent. a, s'il y a un problème, oui, là, il faut m'interrompre. Oui. Après, c'est mieux. Oui, oui, comme ça, c'est mieux. Oui. Ok. Très bien, je poursuis. Donc là, on va parler de comment se défendre ou de comment se prémunir contre les cybermenaces. Voici le Cybersecurity Cube, qu'on appelle Cybersecurity Cube, proposé par John McCampbell, aussi appelé McCampbell Cube ou bien Cybersecurity Cube. Donc c'est en 3 dimensions. Donc il y a la première dimension, c'est d'essayer d'assurer la disponibilité des données, l'intégrité et la confidentialité. La disponibilité, c'est de s'assurer que tout le temps, par exemple une application web, elle est disponible sur Internet et qu'il n'y a pas d'interruption. Un attaquant peut essayer d'attaquer l'application web en interrompant par exemple le service à travers submerger l'application web ou bien la bombarder de requêtes pour la faire tomber le serveur. L'intégrité, c'est de s'assurer que les données de santé ne soient pas modifiées par des personnes qui ne sont pas autorisées. Et la confidentialité, c'est de s'assurer que seules les personnes autorisées accèdent aux informations confidentielles ou bien aux informations des personnes concernées. Et ces principes doivent être appliqués lors du traitement, lors du stockage et lors de la transmission des données. Comment cela peut se faire? C'est à travers l'implémentation de moyens technologiques, donc comme par exemple les firewalls, les CDS, les antivirus, les contrôles d'accès, des moyens cryptographiques, etc. Il faut aussi mettre en place une politique de sécurité et de procédure. Et aussi, il faut investir sur le côté humain, c'est-à-dire à travers des séances de formation et de sensibilisation, parce que le vecteur d'attaque le plus utilisé pour atteindre la sécurité d'un système d'information, c'est l'aspect humain. Très bien. Maintenant, il y a 2 approches pour assurer la sécurité d'un système d'information. C'est soit l'approche de défense périmétrique, soit en profondeur. Périmétrique, c'est-à-dire on va mettre en place un pare-feu ou bien un IDS au point d'entrée ou de sortie de réseau, au périmètre, juste au périmètre. Si l'attaquant arrive à bypasser ce qu'on appelle bypasser ce mécanisme de sécurité, donc il va atteindre notre système d'information et effectuer l'ensemble des actions qu'il a envie de faire. Quels sont les avantages de cette solution? C'est que la mise en œuvre elle est plus simple et rapide, moins de complexité de gestion et bientôt des structures IT limitées. Mais nous, puisqu'on est en train on est des acteurs de la sécurité au sein d'un système sanitaire, un système sensible et très visé par les attaquants, on ne va pas adopter, on n'est pas dans ce cas de figure, ce qu'on appelle des structures IT limitées. Non, on est dans des structures IT où on contient des informations très sensibles, donc on doit implémenter des mesures de sécurité les plus strictes, les plus sévères possibles. Et ne pas tolérer de laxisme. Okay. Quels sont les inconvénients de cette solution? C'est que si le périmètre est franchi, le SI est exposé, donc il suffit qu'on saute ou qu'on bypass cette mesure de sécurité pour atteindre l'ensemble de cette information, il y a une faible résistance en menace interne. Donc si la menace elle est interne, par exemple une personne introduit un flash disk qui contient des virus, etc., donc il peut infecter l'ensemble des systèmes d'information. Il y a aussi un risque accru face aux attaques sophistiquées, donc qui permettent de bypasser les mécanismes de sécurité. Il y a la deuxième approche qui est l'approche au profondeur. Donc ici, on inclut une multitude de couches de sécurité à tous les niveaux du système d'information. Par exemple, mettre en place un firewall, un IDS. Au niveau des PC, on va installer des antivirus. On va former les utilisateurs, les sensibiliser contre les menaces de cybersécurité. On va mettre une segmentation réseau.
euh, on va mettre en place des contrôles de sécurité physique et logique, etc. etc. Donc ces multitudes de couches de sécurité permettent une sécurité indépendante, résilience. Donc elle présente des avantages par rapport à la résilience face à une large gamme de menaces, donc interne et externe, et limiter l'impact des failles isolées. L'utilisation recommandée, c'est des systèmes critiques sensibles. Donc là, on est des acteurs de systèmes critiques sensibles, qui est le système sanitaire, et l'environnement exposé.